Bien, alors rebonjour tout le monde. Donc, je suis très ravi d'être avec vous. Donc, après un certain nombre de cours, j'espère que vous avez bien suivi un peu les cours précédents que j'ai partagés sur Classroom. Moi, je pense que c'est le cas parce que j'ai déjà reçu en fait les comptes rendus des activités pratiques, ce qui est forcément un bon signe en tout cas par rapport à ce que l'on attend de vous. Et donc alors comment et voilà. Alors comme en fait l'année on va dire ça chemine vers la fin. Nous allons travailler pendant cette séance-là et fort probablement le lundi prochain, donc ça sera en présentiel. Et donc nous allons travailler la dernière partie on va dire des systèmes distribués. Donc concernant toujours les architectures microservices, donc je vous rappelle que pour en arriver là, il y avait d'abord au début, donc il fallait faire un cours sur les bases de la programmation réseau. Donc c'était le premier cours que j'avais partagé avec vous. Alors ensuite, j'avais partagé avec vous également le cours concernant la partie les web services basés sur SOAP, WSDL. Ensuite, il y avait un cours sur gRPC. Et ensuite, il y a un cours sur les architectures microservices. Et donc, dans une activité pratique, c'était de développer un microservice. Donc, ça, c'était le début. Donc, c'est créer un microservice avec un web service RESTful, mais également avec en fait un web service GraphQL. Donc, comme ça, vous avez une idée un peu globalement pour le moment sur les quatre types de web services qui sont utilisés dans la majorité des cas des systèmes distribués. Bon, à savoir les web services basés sur SOAP WSDL, les web services basés sur REST, les web services, on va dire, GraphQL et les web services gRPC. Donc, alors la prochaine fois, donc, on aura l'occasion de travailler sur un cas dans lequel on va utiliser tous ces cas-là. Bon, et du coup, donc aujourd'hui, on va travailler sur comment mettre en œuvre une architecture microservice, sachant que vous avez déjà travaillé en fait une activité pratique concernant comment créer un microservice. C'était la dernière activité pratique. Et donc, il reste à travailler. Vous allez travailler sur un projet parce qu'en fait, il va falloir qu'on termine par une application qui synthétise un peu tout ça. Donc sur Classroom, j'ai aussi partagé pour le moment l'énoncé du projet sur lequel vous allez travailler pendant c'est-à-dire ces prochaines séances, et que j'aurai l'occasion donc en fait de vous assister, en fait de regarder avec vous tout ça la semaine prochaine, peut-être probablement en présentiel. Donc voilà. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc nous allons voir comment mettre en œuvre une architecture microservice. Donc je rappelle d'abord que dans une architecture microservice, l'idée principale, c'est de découper un grand problème donné en un ensemble de petits problèmes, soi-disant. Et pour chaque petit module, on va développer une application indépendante. C'est ce qu'on appelle un microservice. Bon, un microservice, c'est généralement l'idée, c'est quoi? C'est de créer, au lieu de créer une grande application dans laquelle on va centraliser tous les besoins fonctionnels de l'application, ce qui forcément engendre beaucoup d'inconvénients, on va plutôt préférer créer plusieurs petites applications qui seront forcément distribuées. Et du moment que vous avez plusieurs microservices qui sont distribués, nous aurons besoin en fait, comment les intégrer dans une architecture microservice. Donc c'est pour cela que d'une manière générale, on aura besoin de mettre en place une gateway. Donc je vais vous parler aujourd'hui donc de cette gateway, comment la mettre en place. Il nous faut également utiliser un service d'enregistrement qui, en fait, l'idée principale, c'est que chaque microservice qui va démarrer
dans l'architecture, la première des choses qu'il va faire, c'est qu'il va se connecter vers le service d'enregistrement pour enregistrer, donc son adresse, tout simplement son nom et son adresse. Donc il dit que tous les microservices s'enregistrent dans un service d'enregistrement, c'est ce qu'on appelle Discovery Service. Et par la suite, toutes les applications clientes, généralement, pour accéder aux microservices, ils vont passer via ce qu'on appelle une gateway. Bon, cette gateway-là, son rôle, c'est quoi? C'est que quand il reçoit les requêtes, bah, à partir de la requête, généralement, on connaît le nom du microservice. La gateway va contacter le Discovery Service pour récupérer l'adresse. Donc, à partir de Discovery, sachant le nom, je récupère l'adresse et la gateway va envoyer la requête vers le microservice qui va faire le traitement et qui va rendre un résultat vers la gateway qui va rendre le résultat pour l'application cliente. En fait, l'application client, ça peut être une application web, ça peut être une application mobile, ça peut être un autre système distribué, une autre application microservice, etc., etc. Alors après, il y a également dans l'architecture, nous aurons besoin de voir comment centraliser la configuration des microservices. Donc, au lieu de créer un fichier de configuration pour chaque microservice, donc on va plutôt préférer donc centraliser toute la configuration de l'ensemble des microservices au sein d'un même fichier qui va être géré par ce qu'on appelle le service de configuration. Donc, et du coup, on va se retrouver en fait dans une architecture où nous aurons besoin d'utiliser, généralement, il y a 3 microservices techniques qui vont s'imposer, le service gateway, le discovery service et le service de configuration. Alors, donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, donc voir à travers un exemple d'application comment est-ce qu'on pourra mettre en place cette architecture. Donc, pour y expliquer le fonctionnement de base, donc, je rappelle juste que quand un client envoie une requête vers l'application, ça passe via la gateway. Bon, généralement, la gateway, quand il reçoit la requête, souvent au niveau de la requête, on va trouver souvent le nom du microservice, par exemple ici Inventory Service, au niveau de l'URL. Donc, c'est-à-dire que quand j'envoie une requête avec get vers la gateway, avec le path /inventory service /products, bon, ça veut dire que c'est une façon de demander je veux l'opération, exécuter l'opération products qui se trouve dans un microservice qui s'appelle Inventory Service. Alors, il dit que donc la gateway, à partir de l'URL, il connaît le nom du microservice, il contacte le Discovery Service, il va lui donner le nom, il récupère l'adresse, c'est-à-dire l'adresse où se trouve le microservice. Et après, la gateway envoie la requête vers le bon microservice, Inventory Service, qui va effectuer les traitements, qui va rendre un résultat à la gateway, et la gateway va acheminer son résultat vers le client. Il dit que donc le client ne connaît pas forcément ce qui se passe, il ne connaît pas les microservices, mais l'application cliente, il interagit uniquement avec la gateway. Et ainsi de suite. Alors généralement, l'un des avantages des architectures microservices qui sont très importants, c'est ce qu'on appelle la scalabilité. En fait, la scalabilité, ça veut dire que quand il y a un problème de montée en charge, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de requêtes clientes qui arrivent en même temps, alors généralement, une machine n'est pas suffisante, une instance du microservice n'est pas suffisante. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va démarrer plusieurs instances. C'est-à-dire ici, nous avons Inventory Service qui est démarré en 2 instances. Donc, ce qui fait que quand un client demande à la gateway, je veux le microservice Inventory Service, quand il demande à Discovery Service, par exemple, où se trouve l'adresse du microservice, il va recevoir une liste. C'est-à-dire, il va recevoir l'ensemble des adresses où se trouve le microservice, sachant que le même microservice est démarré dans plusieurs machines. Donc, ce qui permet à la gateway de faire ce qu'on appelle un load balancing, c'est-à-dire un équilibrage de charge, qui fait que la gateway envoie la requête vers ce microservice. La dernière fois, c'était cette instance qui a répondu. Cette fois-ci, c'est cette instance qui va répondre. C'est-à-dire, voilà, donc il va équilibrer la charge. Et du coup, donc, quand il y a plus de charge, il suffit de démarrer de nouvelles instances et le problème est réglé. Et du coup, donc, la gateway, il va répartir les requêtes sur l'ensemble des instances. Donc, ce qui va permettre forcément d'augmenter les performances du système distribué, c'est-à-dire de notre architecture. Alors, donc, on va parler de cette gateway. Donc, en principe, pour mettre en place une gateway,
Donc, nous pouvons utiliser deux modèles de gateway. Il y a en fait une gateway qui est basée sur ce qu'on appelle les entrées-sorties bloquantes. L'implémentation la plus connue s'appelle Zool. C'est une implémentation de Netflix qui s'appelle Zool Proxy, qui utilise les entrées-sorties bloquantes. Donc, c'est-à-dire ce qu'on appelle le modèle multithread avec des entrées-sorties bloquantes. Donc, je pense que vous connaissez déjà ce modèle parce on en a déjà l'occasion d'en parler dans le cours de la programmation réseau. Et nous avons dit qu'il y a deux façons pour créer un serveur d'une manière générale. Il y a ce qu'on appelle le modèle single thread avec des entrées-sorties non bloquantes et le modèle multithread avec des entrées-sorties bloquantes. Donc, ce qui fait que l'ancienne gateway qui était utilisée avec Spring Cloud, ça s'appelait Zool, qui est une gateway qui est basée sur des entrées-sorties bloquantes. Et après, la dernière implémentation qui est fournie par Spring s'appelle Spring Cloud Gateway, qui est, elle, basée sur une API avec des entrées-sorties non bloquantes. Donc, l'avantage je vous rappelle juste que l'avantage, en fait, d'un modèle single thread avec les entrées-sorties non bloquantes, c'est qu'il assure ce qu'on appelle la scalabilité verticale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Donc, ce genre de gateway avec des entrées-sorties non bloquantes, il est capable de traiter toutes les requêtes entrantes. Il n'y a pas de limite. Pourquoi? Parce qu'il y a le nombre de threads qui est utilisé, il est fixe. Alors, contrairement par exemple à Zool Proxy, qui utilise pour chaque requête, il a besoin de créer un thread pour traiter la requête. Et comme le nombre de threads maximum est limité, donc ça veut dire que quand le nombre de requêtes qui arrivent devient très important, il ne peut plus répondre à ces requêtes parce qu'on a atteint la limite du nombre de threads maximum. Alors ce problème-là, donc on ne va pas l'avoir dans Spring Cloud Gateway. Donc c'est la raison pour laquelle, dans la majorité des cas, dans les nouvelles architectures, c'est Spring Cloud Gateway qui est utilisé. Donc c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir comment mettre en place en fait les Spring Cloud Gateway. Donc ça, je ne vais pas revenir parce qu'en fait j'en ai déjà parlé. Donc c'est des prérequis que vous avez déjà. On a déjà parlé de ça dans la partie programmation réseau. Alors en fait, c'est quoi la gateway? Son rôle, c'est quoi? En fait, une gateway permet de configurer ce qu'on appelle un système de routage. Bon, je n'ai le système de routage, c'est que la gateway, elle reçoit les requêtes clientes et pour chaque requête, il doit décider cette requête, il va l'acheminer vers quel microservice. C'est-à-dire quel est le service qui va se charger de traiter cette requête. Et pour cela, donc, il faut définir ce qu'on appelle un système de routage. Et pour créer un système de routage, on a besoin de configurer des routes. Et chaque route, il est défini par trois choses importantes. Il y a l'IURI de destination, c'est l'adresse de destination, c'est-à-dire du microservice qui va recevoir cette requête-là. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les prédicats. En fait, les prédicats, c'est l'ensemble des conditions que la requête doit satisfaire pour que la requête soit acheminée vers un microservice. Alors en fait, les prédicats, il y a un ensemble de prédicats qu'on peut utiliser. On peut par exemple utiliser le prédicat host, c'est-à-dire que la gateway, à chaque fois qu'il reçoit une requête, il va regarder le host utilisé dans l'URL, c'est-à-dire le nom de domaine. Si par exemple, si c'est x.com, j'envoie la requête vers ce microservice. Si c'est y.com, c'est dans l'autre microservice. Dans ce cas-là, le prédicat, c'est le host, c'est-à-dire c'est en fonction du host que je vais décider d'envoyer la requête vers telle adresse ou bien vers l'autre. Il y a également le path. Alors, c'est-à-dire dire tout simplement quand la requête contient / customer service / étoile, je l'envoie ici. Si ça contient / product / étoile, je l'envoie là. Donc, dans ce cas-là, le prédicat, c'est le path. Il y a la méthode. C'est-à-dire, avec la gateway, on va dire si la méthode il est get, par exemple, ou bien si les post, j'envoie la requête ici. Si les put, je l'envoie là. Donc, c'est-à-dire on peut acheminer également les requêtes en fonction de la méthode. Aussi, il y a d'autres prédicats comme after, par exemple, après une date. Si la requête vient après une date, je l'envoie vers telle adresse. Si la requête vient avant une date, ou bien entre une date et une autre, donc on peut filtrer, en fait, on peut router les requêtes en fonction de la date de réception de la requête.
Alors, donc, à part ça, il y a les cookies, les headers, les queries, donc tout ce qui vient avec la requête HTTP. Même on peut faire le prédicat sur l'adresse remote, c'est-à-dire l'adresse du client, etc. Donc, en fait, en résumé, les prédicats, c'est quoi? C'est l'ensemble des conditions que la requête doit satisfaire pour décider si la requête va vers quelle destination. C'est-à-dire, c'est quoi la destination? C'est l'IURI. Donc, j'ai pour une destination, les conditions que doit satisfaire la requête pour que la requête soit envoyée vers cette destination. Et après, la troisième caractéristique, c'est les filtres. En fait, les filtres, les filtres permettent de... Alors, les filtres consistent à filtrer en fait les requêtes et les réponses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gateway, il peut recevoir une requête, il va décider avec les prédicats où va être envoyée la requête, mais quand il va envoyer la requête, ben, la requête, il peut la filtrer. Ça veut dire quoi la filtrer? Il peut ajouter un header, par exemple avec le filtre add request header, on va ajouter un header dans la requête. Add request parameter, il peut ajouter des paramètres. Il peut ajouter un header dans la réponse, c'est-à-dire quand il reçoit la réponse du microservice, avant de l'envoyer vers le client, il peut ajouter un header, etc. Dedupe response header, c'est-à-dire si par exemple la gateway reçoit par exemple une réponse qui contient c'est-à-dire un header qui est dupliqué, qui est répété plusieurs fois, ben, il va supprimer la duplication. Etc., etc. Donc vous avez plein de filtres qu'on peut utiliser au niveau de la gateway parce qu'en fait la gateway c'est ça son rôle, c'est-à-dire j'ai une requête, je regarde la requête, je décide cette requête là il va où, et quand il va vers par exemple quand la requête va vers telle adresse, ben, je peux, avant d'envoyer la requête, je peux la filtrer, je peux ajouter d'autres informations dans la requête. Donc c'est bien ça les trois caractéristiques d'une route au niveau de Spring Cloud Gateway. Et est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur, c'est clair. Parfait, parfait. Alors donc, dans ce cas-là, on va essayer donc de voir à travers un exemple d'application comment mettre en place une architecture microservice. Donc l'exemple donc consiste à créer une petite application, on va dire, dans laquelle on va créer trois microservices. Il y a Customer Service, bon, c'est un service qui permet de gérer des clients. Il y a Inventory Service, donc c'est un microservice qui permet de gérer des produits. Et après, il y a Billing Service, donc c'est le service de facturation. Bon, pour pouvoir utiliser cette application, on va mettre en place une gateway. On va mettre en place un Discovery Service. Donc, c'est le service d'enregistrement. Et après, on va utiliser un service de configuration. Donc, c'est-à-dire, l'idée principale, c'est d'abord d'implémenter cette architecture pour la comprendre. Et après, par la suite, on va voir comment est-ce qu'on pourra améliorer un peu les choses. Alors, donc, pour mettre en place ce genre d'application, on va d'abord commencer par créer le microservice Customer Service. Donc, vous savez déjà comment créer un microservice. Donc, nous aurons besoin de créer un projet Spring avec les dépendances principales. Donc, Spring Web, Spring Data GPA. Donc, Spring Web, c'est la partie donc Spring MVC parce que j'ai besoin d'utiliser Tomcat avec une application web. Spring Data GPA, donc ça ramène tout ce qui est l'accès aux bases de données, notamment Spring Data GPA, Hibernate, Spring Data, donc tout ça c'est intégré. Dans cet exemple, on va utiliser une base de données H2 Database, qui est une base de données mémoire, une memory database. REST Repositories, bon, j'en ai déjà parlé, c'est une façon un peu plus rapide pour créer des web services RESTful. Même si c'est une façon de faire plus vite parfois, quand vous voulez créer un web service qui veut juste accéder aux données, à faire des select ou bien de insert, update, delete, des opérations simples. Généralement, en fait, Spring Data REST donc, permet de le faire uniquement en utilisant une simple annotation. Lombok, donc ça nous évite en fait, d'écrire les getters et setters. DevTools, donc ça c'est en fait pour configurer l'environnement de Spring Boot en tant qu'environnement de développement.
Par exemple, l'une des choses parfois qu'on a besoin, c'est à chaque fois que je modifie, pour ne pas redémarrer, bah, DevTools, donc il peut servir à ça. C'est-à-dire à chaque fois qu'on fait une modification, il recharge les modifications donc, sans avoir besoin de redémarrer, ça peut être utile. Et puis donc on aura besoin de deux dépendances de Spring Cloud. Il y a Eureka Discovery Client. Alors pourquoi Eureka Discovery Client? Parce que normalement, chaque microservice qui démarre a besoin de se connecter vers le Discovery Service pour s'enregistrer. Donc enregistrer son nom et son adresse. Donc justement, cette opération de register, eh ben, il va être effectué en utilisant cette dépendance-là. Eureka Discovery Client. Pourquoi Eureka Discovery Client? Parce que nous, dans un premier temps, on va utiliser un service Discovery qui s'appelle Eureka Server, qui est une implémentation Netflix qui est utilisée dans les architectures microservices. Et après, vous aurez l'occasion de voir qu'on peut également utiliser donc d'autres services comme Consul, etc. Mais pour le moment, donc dans notre cas ici, on va utiliser donc Eureka Discovery Service, c'est-à-dire ici on va utiliser Eureka Discovery Client. Et après, Actuator, c'est très utile dans les architectures microservices. Donc, c'est une dépendance qui permet de faire ce qu'on appelle le monitoring des microservices. C'est-à-dire, si vous utilisez Actuator, bah, automatiquement, quand vous démarrez un microservice, je peux, par exemple, il va mettre en place une REST API automatiquement qui me permet de consulter, par exemple, l'état du microservice. Est-ce qu'il est down ou bien up? Ça va me permettre de voir par exemple l'évolution de la mémoire, de voir combien de classes qui sont chargées en mémoire, le nombre d'objets, etc., etc. Donc ça, c'est pour faire ce qu'on appelle le monitoring des microservices. Alors, une fois qu'on crée le projet, donc, bon, comme notre objectif, c'est de créer, en fait, d'implémenter une architecture microservice, ici, on va essayer de voir d'écrire le minimum de code pour créer un microservice, sachant que vous avez déjà appris que si vous voulez créer un microservice qui respecte les normes, ben, il faudrait normalement créer les DTO, il faut séparer plein de choses. Mais pour faire plus simple, ici dans notre cas, une fois qu'on crée ce projet, on va créer d'abord l'entité customer. Alors dans notre cas, un client est défini par son ID, par son nom, par son email. Bon, ça c'est du GPA entity, ça veut dire la classe il est représentée par une table au niveau de la base de données. Ben, les autres annotations ici c'est du Lombok. Je rappelle que data donc c'est pour les getters et setters. No are constructor c'est pour demander de générer un constructeur sans paramètres. All are constructor c'est pour générer un constructeur avec paramètres, etc. ToString, bon, généralement on n'a pas besoin parce que déjà il est par défaut ajouté. La méthode ToString elle est générée par la notation data. Et donc ça c'est une entité GPA, donc ça c'est l'identifiant, c'est l'identifiant de customer. Et après l'ID de customer, c'est-à-dire la clé primaire, il est auto-généré, il est généré automatiquement au niveau de la base de données. C'est pour cela qu'on utilise stratégie generation type.identity, c'est pour dire que en fait ID il est auto-increment. Alors après, donc pour tout ce qui est le mapping objet relationnel pour accéder aux bases de données, nous avons quelque chose de très important dans Spring Boot, c'est Spring Data. Donc pour utiliser Spring Data, il suffit de créer une interface qu'on va appeler Customer Repository, Extend, GPA Repository. Ça c'est Spring Data. Et comme c'est une interface générique, nous aurons besoin de spécifier quelle est l'entité qu'on veut gérer. Dans notre cas, c'est Customer. Et le ID de Customer, dans notre cas ici, le ID il est de type long. Et c'est tout. Donc, Spring, il met en place, Spring Data vous met en place automatiquement toutes les opérations qui permettent d'insérer, ajouter un client, sélectionner les clients, chercher les clients, modifier, etc. Donc, toutes les méthodes classiques de gestion des clients, ils sont fournis par Spring Data via cette interface GPA Repository. Alors après, donc, pour mettre en place un web service RESTful qui permet d'accéder à l'ensemble des opérations qui se trouvent dans cette interface, nous allons utiliser Spring Data, plutôt Spring Data REST. Et pour utiliser Spring Data REST, nous utilisons
la notation repository rest resource. Donc cette annotation là elle est suffisante pour dire je veux un web service RESTful qui contient les méthodes, par exemple toute l'API RESTful qui permet de consulter les clients, qui permet d'ajouter un client, chercher, etc., etc. Ça veut dire que toutes les opérations de Customer Repository, ils seront accessibles via HTTP sans écrire aucun code, donc parce que Spring Data REST met en place un web service générique qui permet de régler le problème. Et puis donc l'application au démarrage, il va tout simplement insérer quelques clients dans la base de données. Avec Customer Repository Save, on va enregistrer quelques clients dans la base de données ici. Alors, dans le fichier Application Properties, nous aurons besoin de spécifier quelques propriétés importantes. La première, c'est Spring Application Name. Donc, c'est pour spécifier le nom du microservice. C'est important parce que maintenant, chaque microservice devrait avoir un nom. Server.port, c'est pour spécifier le numéro de port de ce microservice. Dans notre cas, c'est le port 8081. Et la troisième propriété, c'est Spring Cloud Discovery Enabled. Alors pour le moment, on va la mettre à false. Alors pourquoi on va la mettre à false? Parce que tout simplement, normalement, par défaut, il est à true. Ça veut dire que au démarrage de Customer Service, il va se connecter vers Discovery Service pour s'enregistrer. Or, jusqu'à présent, on n'a pas encore démarré. Donc, on n'a pas encore démarré notre Discovery Service. Et du coup, donc, on va désactiver cette opération d'enregistrement. Et pour le faire, tout simplement, on utilise donc ici Enabled, on va la mettre à false. Et si on fait ça, on va démarrer cette application. Si vous la démarrez, bah, vous avez un microservice qui permet, si vous mettez localhost 8081/customers, donc vous allez voir ici la liste des customers. Si vous mettez /customers//1, bah, vous allez avoir customer. Et puis donc si parfois, parce qu'en fait le Spring Data REST par défaut, comme vous le voyez par défaut, il va pas sérialiser le ID du customer, et par défaut également il sérialise pas les relations. Donc ce qui peut être utile parfois, mais si vous voyez par exemple pour consulter un customer, si vous voulez pas avoir tous les attributs, on peut utiliser ce qu'on appelle les projections. Alors justement, c'est ce que vous voyez ici sur ce fond en rouge. Ça, c'est une projection, c'est une interface Customer Projection avec la notation projection. On va lui donner un nom, par exemple Full Customer, et on va dire tout simplement cette projection, elle va s'appliquer au type Customer.class, c'est-à-dire ça s'applique pour la Customer. Et donc, à l'intérieur de cette interface, on va tout simplement spécifier quels sont les attributs qu'on veut sérialiser. Par exemple, ici, je vois get ID, get name, get email. Donc, ici, notre en fait, projection s'appelle full customer. Donc, pour utiliser cette projection-là, ben, on utilise donc customers. Donc, j'appelle customers et je mets point d'interrogation, projection égale full customer. C'est-à-dire la projection, ce nom-là. Donc, si vous faites ici customers projection égale full customer, ça veut dire c'est comme si vous dites web service, je veux les customers, mais je veux appliquer cette projection. Et du coup, donc, cette projection-là, qu'est-ce qu'il permet de faire pour chaque customer? Vous voyez, donc, il va renvoyer le ID, name et email. Alors, si par exemple, dans la projection, vous mettez par exemple que get name, au niveau des résultats, vous allez voir que name, mais vous n'allez pas voir les autres. Donc, en quelque sorte, avec les Spring Data REST, il a prévu ces projections, tout simplement pour parfois, pour indiquer dans le web service, en fait, moi, quand je consulte tel objet, voilà les colonnes ou bien voilà les attributs qui m'intéressent. Alors, vous avez déjà fait GraphQL, donc le GraphQL, ça résout le problème. Mais en quelque sorte, dans Spring Data REST, la projection, c'est une façon un petit peu, on va dire, de résoudre le problème. Mais ce n'est pas comme GraphQL, parce que dans GraphQL, c'est le client qui demande carrément quels sont les attributs qu'il veut. Donc, alors que dans REST, normalement, on ne peut pas faire des projections. Et pour faire une projection côté serveur, ben, généralement, Spring Data REST offre ce mécanisme de projection qui peut être utile.
Alors, si on fait par exemple localhost 8081 actuator slash health, alors vous voyez, donc ça c'est actuator, c'est la dépendance qu'on avait ajoutée. Vous allez voir ici donc status app, c'est-à-dire du microservice, il est démarré, etc. Donc on peut mettre par exemple slash actuator slash beans slash actuator slash etc. etc. Il y a plein de dans actuator, il y a des endpoints. Il y a toute une REST API qu'il met en place et qui permet de faire ce qu'on appelle le monitoring du microservice. Alors ça c'est le premier microservice, donc ça c'est customer service. On fait la même chose pour créer un autre microservice qu'on va appeler inventory service. La seule différence c'est que ici tout à l'heure c'est product, plutôt customer. Ici on va créer l'entité product avec chaque produit défini par son ID, le nom, le prix. Et après, dans la base de données, on va insérer quelques produits dans la base de données au démarrage. Et dans le fichier Application Properties, on va spécifier le nom du microservice. Dans notre cas, c'est Inventory Service. Spring Cloud Discovery Enabled, on va la mettre à false parce que la même chose, on n'a pas besoin pour le moment de s'enregistrer parce qu'on n'a pas encore démarré le Discovery Service. Et ici, le port, on va utiliser le port 8082. Et du coup, donc, nous allons, si vous démarrez ça, si vous tapez localhost 8082/products, vous allez avoir la liste des produits. Donc, vous voyez donc ici, ce code que vous voyez là, c'est un microservice. Ce que vous voyez là, c'est un autre microservice. En quelques minutes, vous avez un petit microservice qui permet de gérer les clients, qui fonctionne sur le port 8081. Et un autre microservice qui permet de gérer les produits, qui fonctionne sur le port 8082. Alors maintenant, on veut mettre en place la gateway. Alors pour mettre en place la gateway, il suffit de créer un projet Spring Boot dans le Spring Initializer ou bien Spring Boot, dans lequel on va utiliser la dépendance Gateway, donc Spring Cloud Gateway. On va utiliser la même chose Actuator et on va utiliser Eureka Discovery Client. Donc ça, c'est les dépendances dont on a besoin. Et si vous créez ce projet-là, eh bien, on va configurer maintenant, on va mettre en place le système de routage, Spring Cloud Gateway. Alors, pour configurer les routes, en fait, on peut configurer les routes de deux façons, soit de façon statique ou bien de façon dynamique. Alors, pour configurer les routes de manière statique, on peut utiliser le fichier de configuration qui s'appelle application.yaml. Donc, ça, c'est un fichier, sachant que dans un projet Spring Boot, on peut le configurer de deux façons. Soit le fichier application properties ou bien le fichier .yaml. C'est deux formats différents. Il se trouve que parfois quand il y a une configuration un peu plus complexe, on préfère généralement utiliser le format YAML qui est très pratiqué pour configurer les applications. Donc avec Spring, on peut utiliser les deux. Par exemple, pour configurer les gateways, il est plus pratique de créer le fichier .yaml dans lequel on va mettre Spring cloud gateway routes. Alors, c'est-à-dire, si vous travaillez avec le fichier application properties, vous allez tout simplement écrire spring.cloud.gateway.routes sur la même ligne. Mais avec YAML, donc vous faites Spring, vous sautez 3 caractères, c'est une petite tabulation de 3 caractères, 2 points, tabulation, etc. Et après, donc, vous voyez, donc là, dans routes, maintenant, on va spécifier les routes. Alors maintenant, chaque route, on va lui donner quelques caractéristiques. D'abord, l'identifiant de la route, c'est R1. On va lui donner un nom. L'IURI, ça représente l'adresse de destination. Dans notre cas ici, c'est localhost 8081. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est Customer Service. Sachant que Customer Service, il utilise le port 8081. Et après, maintenant, les prédicats. C'est-à-dire, les prédicats que la requête doit satisfaire pour qu'il soit acheminé vers cette adresse. Alors dans notre cas, on va utiliser un seul prédicat qui est le path. Et dans le cas, le path si le path de la requête contient /customer/étoile, ben, la requête va être envoyée vers cette adresse-là, c'est-à-dire sur localhost 8081. Donc c'est comme si vous dites à la gateway, une fois que tu reçois une requête, si la requête, dans la requête, il y a le path de l'URL contient /customer/ quelque chose, envoie-moi la requête ici. Si la même chose ici, vous avez une deuxième route R2, cette fois-ci le port c'est 8082, c'est-à-dire c'est Inventory Service.
les prédicats, le path égale à quoi? Égale slash product slash étoile. C'est-à-dire si ma requête contient slash product slash étoile, ben, la requête va être envoyée vers ce microservice. Il va être acheminé ici. Donc ça veut dire que maintenant, si vous tapez, supposons que la gateway utilise le port, vous voyez ici server.port, c'est 8888. Si la gateway utilise le port 8888, en tapant localhost 8888 slash customer slash 1, donc vous voyez donc slash customers, alors qu'est-ce qu'il va faire la gateway? Quand il reçoit cette requête, il va regarder le path. Le path contient slash customers, donc automatiquement, il envoie la requête vers customer service, c'est-à-dire cette adresse. Customer va faire le traitement, il rend le résultat et après on va redonner le résultat au client. Donc ici, donc quand je mets slash customer, je vois customer je consulte un customer. Si je mets par exemple localhost 8888 slash product slash 1, ben je vois le produit, c'est-à-dire c'est ce microservice qui me répond. Ben, il dit que donc je vois déjà comment configurer le système de routage de manière statique. Alors, pour configurer le système de routage de manière statique, donc on peut également le faire, au lieu d'utiliser le fichier application.yaml, on peut le faire via une configuration Java. Bon, il suffit de créer un bin dans une classe de configuration qui permet de retourner un objet de type route locator. Alors justement, cette méthode-là qui retourne un bin route locator, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va retourner la liste des routes. Pour cela, on va utiliser donc l'objet builder ici, .routes, et après je peux déclarer les routes. Bon, la première route, par exemple, si le path de la route contient slash customer slash étoile, ben, l'IORI destination c'est cette adresse. Si le path c'est slash product slash étoile, la destination c'est cette adresse. Et c'est tout. Donc, vous voyez donc ce qu'on fait là. Ce qu'on fait dans cette classe de configuration, c'est exactement ce qu'on fait ici. Bon, on peut le faire soit via un fichier application YAML de configuration, soit on le fait via une configuration Java. Mais tout ça, c'est de la configuration statique. Ça veut dire quoi statique? Ça veut dire, ça suppose, on connaît déjà l'adresse où se trouvent les microservices. Alors que généralement, quand il y a beaucoup de microservices dans l'architecture, souvent la gateway ne sait pas où se trouvent les microservices. C'est-à-dire, on ne peut pas connaître préalablement l'adresse de chaque microservice. Mais par contre, on peut connaître les noms des microservices. Alors la question maintenant, comment la gateway, à partir du nom du microservice, retrouver l'adresse? Ben, c'est là où on aura besoin d'utiliser donc le discovery service. C'est-à-dire ici donc maintenant, nous allons utiliser donc ce service-là, discovery service, qui va nous permettre de configurer les routes de manière dynamique. Alors comment on va le faire? Donc pour créer Discovery Service, donc on va créer un projet Spring qu'on va appeler Discovery Service avec la dépendance Eureka Server. C'est très simple. Vous créez le projet, vous ajoutez cette annotation Enable Eureka Server pour activer ce serveur-là. Vous démarrez ce serveur. Alors par défaut, il utilise le port 8761. Si vous accédez en localhost et vous tapez 8761, vous allez voir ici il y a Eureka Server qui vous répond. Il vous donne en fait la liste des instances qui sont enregistrées. Alors pour le moment, on voit ici il n'y a pas d'instance qui est enregistrée, tout simplement. Pourquoi? Parce que les microservices, si vous vous rappelez tout à l'heure, on avait désactivé l'enregistrement des microservices. Donc nous avons initialiser cette propriété-là, Spring Cloud Discovery Enabled à False, c'est-à-dire on a dit que ces microservices-là, c'est pas la peine de s'enregistrer. Alors pour pouvoir les enregistrer maintenant, nous allons remettre ces propriétés-là, Spring Cloud Discovery Enabled à True, au sein du service Customer Service et Inventory Service, et on redémarre. Et quand vous redémarrez, si vous regardez donc la gateway, ici plutôt si on regarde Eureka Discovery, ben on va voir ici maintenant la liste. Je vois qu'il y a Customer Service qui s'est enregistré et je vois ici Inventory Service. Donc ça c'est Eureka Discovery Server. Alors maintenant nous avons quelque chose de très important, c'est que je sais que quel que soit un microservice qui démarre,
ben, il va s'enregistrer dans l'annuaire Discovery Service. Alors maintenant, la gateway, je vais la reconfigurer de façon dynamique. Alors pour cela, donc si je veux la configurer c'est-à-dire via la classe de configuration, donc je vais créer un bin toujours qui est route locator et je vais créer les routes. Alors sauf que dans les routes, je vais spécifier cette fois-ci le path. Quand le path égale /customer /étoile, et bien l'IORI, bon maintenant je ne connais plus l'adresse, mais par contre je connais le nom du microservice. Donc je vais demander à la gateway, quand tu reçois une requête /customer /étoile, envoie-moi la requête vers un microservice qui s'appelle customer. Donc automatiquement la gateway il va contacter Discovery, il va lui donner le nom du microservice, il récupère l'adresse et après il envoie la requête vers le microservice. Ici donc on voit dans l'IURI on spécifie LB. Alors LB ça veut dire load balancer. Ça veut dire que supposons qu'il y a plusieurs instances du même microservice qui sont enregistrées dans Discovery, et bien la gateway va utiliser le load balancer, c'est-à-dire une fois il va l'envoyer vers cette instance, la prochaine fois il va l'envoyer vers l'autre instance, il va équilibrer la charge. Ben, il dit que donc ce Discovery Service il va nous régler le problème d'abord. C'est quoi l'objectif? C'est comment permettre de retrouver un microservice sachant son nom. Donc en connaissant le nom du microservice, Discovery Service va me permettre de récupérer son adresse. Deuxièmement, s'il y a plusieurs, quand on a plusieurs instances qui sont démarrées, et bien à chaque fois que je contacte Discovery Service, il va me dire voilà, il y a 4 instances. Et quand il me donne 4 instances, eh ben, j'utilise le load balancer qui me permet de balancer donc les requêtes et comme ça on règle le problème de scalabilité. Alors bien sûr la scalabilité c'est une des caractéristiques très importantes des systèmes distribués parce qu'il faut rappeler juste pourquoi on a besoin des systèmes distribués. C'est pour bien sûr augmenter les performances des applications. C'est-à-dire ce qu'on appelle le calcul de haute performance d'une manière générale se fait via des systèmes distribués et des systèmes parallèles. Alors, il dit que donc j'ai cette configuration, mais cette configuration ça reste toujours en fait statique. Pourquoi ça reste statique? Parce que je vois ici customer, ça suppose que je connais les noms des microservices. C'est-à-dire la gateway elle est supposée connaître tous les microservices qui sont enregistrés. Alors maintenant si on veut la faire de manière dynamique, eh ben, il suffit de créer un bin qui s'appelle Discovery Client Route Definition Locator. Et dans ce bin là, eh ben, on va retourner un objet qui fait la configuration dynamique des routes. Alors cet objet s'appelle Discovery Client Route Definition Locator. Bon, il a besoin de recevoir les deux paramètres ici, Reactive Discovery Client. Et le deuxième paramètre, c'est Discovery Locator Properties. Bon, il suffit de lui donner cette configuration. Ben, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Ben, à chaque fois maintenant, le client veut envoyer une requête vers la gateway. Et il va spécifier dans la requête, vous voyez ici, localhost 8888 / customer service. Vous voyez donc ici, c'est le nom du microservice / customers. C'est-à-dire que ici, qu'est-ce qu'il fait la gateway? À chaque fois qu'elle reçoit cette configuration, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois qu'il reçoit une requête, il va regarder d'abord dans l'URL, ici, il va trouver le nom du microservice. Bon, du moment il connaît le nom du microservice, donc il va vers le Discovery, et il va lui donner le nom, il récupère l'adresse. Et après, il fait appel au bon microservice, et là, ça marche. Si par exemple, je mets /inventory service /product, je vois les produits ici. Alors maintenant, l'avantage de cette configuration, c'est-à-dire je peux ajouter de nouveaux microservices, et à chaque fois que je démarre un microservice, je n'ai pas besoin de changer la configuration de la gateway. Il suffit d'aller vers le browser ou bien le client, vous tapez / le nom du microservice / ce que vous voulez, et bien la gateway il va acheminer la requête vers le microservice. Et là on retrouve en quelque sorte la configuration que je vous ai montré tout à l'heure ici, c'est-à-dire cette configuration là, dans laquelle à chaque fois que le client envoie la requête vers la gateway, bon, dans la gateway on trouve le nom du microservice. Qu'est-ce qu'il fait la gateway?
il va piquer le nom du microservice dans l'URL, il appelle discovery, il récupère l'adresse et il envoie la requête vers le microservice et ainsi de suite. Alors si par exemple il existe plusieurs instances qui utilisent le même nom, eh ben, la gateway il va recevoir plusieurs instances et après il va faire l'équilibrage de charge. C'est-à-dire la dernière fois il a appelé cette instance, ben, la prochaine fois c'est cette instance qui va être appelée et ainsi de suite. Alors ça c'est de la configuration dynamique. Est-ce que c'est clair pour le moment? Oui, oui, c'est clair. Oui. Parfait. Ok. Alors bien sûr, s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Alors donc, هذا le principe de base. Alors maintenant, donc pour la suite, on va regarder maintenant le cas du microservice billing service, c'est-à-dire le service de facturation qui lui un peu différent. Pourquoi? Parce que billing service, il aura besoin de communiquer avec customer service. Parce qu'on a, si je veux consulter une facture, ben dans la facture, j'ai besoin d'avoir les informations sur le client. Et dans la facture, j'ai besoin d'avoir les informations sur les produits. Alors maintenant, on va voir comment on va régler ce problème de communication entre les microservices. Alors, dans Customer Service, dans notre cas, il va être défini, qu'est-ce qu'il va gérer. Donc, ici, il va gérer donc, les factures. Alors, chaque facture est définie par son ID, par la date facture. Et chaque facture, normalement, concerne un client. Une facture concerne un client. Sauf que cette fois-ci, les clients, c'est-à-dire les clients, ils sont gérés par le microservice Customer Service. C'est-à-dire que la base de données des clients, il se trouve chez Customer Service. La même chose, une facture contient plusieurs product items. C'est-à-dire une facture contient plusieurs product items. Ici, nous avons une relation one-to-many. Et chaque product item concerne un produit. Alors, bien sûr, les produits, la base de données des produits, elle est gérée par Inventory Service. Donc, on va se retrouver dans cette situation. Customer Service va gérer une base de données qui contient les clients. Inventory Service va gérer une base de données qui contient les produits. Et Billing Service va gérer une base de données qui contient les factures et Product Items. Alors maintenant, comment on va assurer donc ces relations entre ces bases de données distribuées, en quelque sorte. Alors pour assurer la relation entre ces bases de données distribuées, eh bien, on va utiliser les clés étrangères. Alors c'est très simple. Dans la table, par exemple, facture, on va juste ajouter Customer ID. Donc à chaque fois que je consulte une facture, je peux savoir que cette facture concerne Customer ID. Donc si je connais Customer ID, tout simplement, Billing Service peut envoyer une requête vers Customer Service pour récupérer les informations sur le Customer. Donc, c'est-à-dire pour avoir, si Billing Service a besoin du détail du Customer, il peut le contacter via REST par exemple ou d'autres protocoles. On peut utiliser ici gRPC, on peut utiliser SOAP, on peut utiliser GraphQL. Quoique dans notre cas pour le moment, on va travailler avec REST. Et bien justement, pour travailler avec REST, nous allons voir que dans Spring Boot, il existe trois façons. Il y a trois façons de faire. On peut utiliser donc REST Template, on peut utiliser ce qu'on appelle Web Client et on peut utiliser OpenFine. Donc, alors il existe trois solutions qui sont utilisées. Alors dans notre exemple ici, donc je vais vous montrer comment travailler avec OpenFine pour faire cette communication-là entre les microservices. Alors, et du coup, donc on va voir à peu près une architecture comme ça. Je ne sais pas si c'est visible pour vous. Bon, ça c'est un schéma que j'ai piqué du tableau. Ici, qu'est-ce que je vois? Alors, je vois ici donc un schéma dans lequel, je ne sais pas si je peux zoomer. Normalement, oui. Oui. Monsieur, c'est visible, monsieur. C'est visible, c'est parfait. Ah oui. Parfait. Alors, donc, ici, ce que je vois ici donc une situation comme ça. C'est Customer Service, ici. Alors, Customer Service,
il va gérer l'entité Customer. Et bien sûr, on a utilisé Customer Repository qui est basé sur Spring Data pour accéder à la base de données. Alors bien sûr, Customer Service, il va gérer une base de données qui contient la table Customers. Et pour accéder à la base de données, on va se baser sur Spring Data GPA. Donc avec Spring Data, c'est-à-dire avec cette interface Customer Repository, pas de problème. On envoie des requêtes SQL, on gère la donnée, ça on sait le faire parce que vous avez déjà créé un simple microservice. Et après, la même chose ici, vous avez Inventory Service qui permet de gérer une base de données qui contient des produits. Alors bien sûr, Customer Service, il a l'entité Product, il y a Product Repository, Spring Data, qui va nous permettre de gérer les données ici. Et j'ai un web service RESTful qui permet de consulter les produits. Alors ici, donc, j'ai un web service RESTful qui permet de consulter les clients. Alors maintenant, je me retrouve dans Billing Service, c'est-à-dire le service de facturation. Alors le service de facturation, il va gérer une base de données qui contient deux tables. La table facture et la table Product Items. Et bien sûr, une facture concerne un customer. Donc, techniquement parlant, c'est-à-dire fonctionnellement parlant, il y a une relation entre cette table et celle-là. Mais physiquement parlant, c'est des tables distribuées. Alors comment on va garder cette relation? C'est par la clé étrangère. C'est-à-dire la clé primaire de customer, on va l'avoir comme clé étrangère dans facture. Il dit que donc à chaque fois que je consulte une facture, je sais il s'agit de quel client. Même si la table client n'existe pas dans la même base de données, mais nous avons le moyen de avoir le détail sur le client. Donc ça veut dire que je vais avoir donc Spring Data qui va me permettre de communiquer avec la base de données. Alors maintenant, il me faut un moyen, il me faut un moyen dans Billing Service qui permet à partir de Billing Service, j'ai besoin de consulter le customer. Par exemple, parce que pour, par exemple, consulter une facture, je vais récupérer la facture à partir de cette base de données. Mais la facture que je récupère dans cette base de données ne contient pas le nom du client, l'adresse du client. Parce que le nom du client et l'adresse client se trouvent ici. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va utiliser une communication REST. C'est-à-dire le microservice Billing Service va envoyer une requête vers Customer Service REST. Il va lui donner le ID du Customer et il récupère à partir de cette base de données, on va récupérer le détail du client. Et du coup, donc, pour communiquer via REST avec un autre microservice, alors en principe, nous avons des librairies qu'on peut utiliser. Alors en fait, il y a deux types de clients REST dans Spring. Il y a ce qu'on appelle REST Template. Alors REST Template, en fait, ce qu'on appelle c'est un modèle programmatique. Et OpenFINE, c'est un modèle déclaratif. Alors il faut savoir qu'il existe deux types de frameworks d'une manière générale. Il y a ce qu'on appelle le framework déclaratif et le framework programmatique. Alors, déclaratif, ça veut dire quoi? Par exemple, si je prends Spring Data. Alors, Spring Data, c'est un framework déclaratif. Pourquoi? Parce que pour utiliser Spring Data, il suffit de créer une interface. Donc, vous créez une interface et après, vous n'avez pas besoin de programmer. Vous n'avez pas besoin d'implémenter des méthodes et d'écrire du code. Vous déclarez l'interface et c'est le framework qui va vous permettre de faire le reste. Et dans ce cas-là, on va dire que Spring Data, c'est un framework déclaratif. Et après, il y a les frameworks programmatiques. Bon, un framework programmatique, c'est un framework qui nécessite la création des objets, de faire appel à des méthodes, d'écrire du code. Alors, ce qui fait, pour par exemple, envoyer des requêtes vers une application, à partir d'une application, par exemple Java ou bien Spring, on peut utiliser REST Template. Bon, REST Template, pour l'utiliser, il suffit de faire New REST Template. Et après, vous appelez les méthodes get, post, put, etc. Ça, c'est le modèle programmatique classique. Ça, c'est la plus ancienne de Spring. Mais également, on peut utiliser le modèle déclaratif. C'est-à-dire, il suffit de déclarer une interface et je règle le problème. Alors justement, c'est ce qu'on va voir ici. Comment utiliser OpenFINE
parce qu'il permet de faciliter en quelque sorte la communication REST pour accéder plutôt à un service REST. C'est pour créer un client REST. Donc, et du coup, donc, on va dire que finalement, Spring Data, il me permet d'accéder à la base de données locale du microservice, et OpenFine, il permet d'accéder aux bases de données des autres microservices. Donc, c'est-à-dire techniquement parlant, chercher les données à partir d'une base de données locale ou bien chercher les données à partir d'un autre microservice, ben, c'est la même chose. C'est-à-dire techniquement parlant, parce que ici je crée une interface et là je crée une interface. Ben, il dit que donc en termes de complexité technique, problème est réglé. Et du coup, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va créer donc notre entité dans le microservice billing service. On va créer l'entité facture. Elle est là. Vous voyez donc facture est définie par son ID, par sa date. Une facture contient plusieurs product items. Donc, j'ai ici une liste ou bien une collection de product items avec une relation one-to-many. Et après, maintenant, j'ai ici bill concerne un customer. Sauf que ici, customer, ce n'est pas une entité GPA. Alors, ce n'est pas une entité GPA. Pourquoi? Parce que normalement, customer, il est géré par le microservice customer service. C'est-à-dire, dans notre cas ici, customer, ça va être une simple classe comme ça. Une classe qui contient ID, name, email. Il y a les getters et setters. Mais ce n'est pas une entité GPA. Ça veut dire qu'il n'est pas géré dans cette base de données. Donc, et du coup, donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir une facture concerne un customer, ici. Mais sauf que si vous mettez dans une facture concerne un customer, alors pour GPA, ben, il va vous dire que GPA n'est pas une entité. Donc, il va vous souligner ça en rouge. Il va vous dire que customer, il faut la déclarer également entity. Et le problème, si vous déclarez ici customer entity, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va vous créer une autre table customers dans votre base de données. Or, c'est pas ce qu'on veut. Parce que normalement, la table customers, il est géré ailleurs, c'est pas ici. Il est géré par customer service. Et du coup, donc, nous aurons besoin d'indiquer à GPA comme quoi c'est de ne pas prendre en considération cet attribut, d'ignorer cet attribut-là. Donc, j'ai customer de type customer et je vais ajouter la notation transient. Alors, transient, c'est une annotation qui indique à GPA que cet attribut-là, il est dans la classe, mais il n'est pas dans la base de données. Il n'est pas représenté dans la base de données. Ben, il dit que donc, vous le mettez là, il est dans la classe, mais GPA va l'ignorer. Et du coup, donc, nous aurons besoin, il va me créer que la table facture. Mais maintenant, j'ai besoin, dans la table facture, j'ai besoin d'un attribut qui indique Customer ID. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ajoute ici un attribut Customer ID qui est un long. Vous voyez, ici, Customer ID, c'est la clé étrangère. Et là, ça, c'est comme si vous ne le mettez pas. Pour GPA, ça, c'est quelque chose qui est ignoré. Ben, il dit que donc, j'élabore physiquement la relation avec les customers via cet attribut Customer ID. Et la même chose ici. J'ai Product Item. Ici, chaque Product Item, il a un ID. Chaque Product Item concerne un produit. La même chose. Ici, donc, chaque Product Item, j'ai un produit de type Product. Et la même chose, comme ici, Product, c'est une entité qui est gérée par un autre microservice. Pour nous, c'est une classe qui contient que les getters et setters. Ben, il dit que donc, on va l'ignorer ici. Donc, on va utiliser la notation transient. On va dire à GPA, cet attribut-là, c'est pas la peine de le prendre en considération. En fait, il est géré par la persistance. Il n'est pas géré ici, en tout cas. Ben, du coup, donc, la même chose. Donc, comment, dans la table Product Item, on a besoin de garder la clé étrangère qui permet de représenter le produit. C'est pour cela qu'on ajoute ici un attribut Product ID, que vous voyez ici. Product ID, il est de type long. Et vous voyez, donc, ça règle le problème. Et après, donc, il y a le prix du produit, il y a la quantité, etc. Et du coup, donc, pour gérer Bill Repository, on va créer l'interface Bill Repository. Pour gérer les Product Items, on va créer l'interface Product Item Repository. Cette interface. Donc, vous voyez, donc, pour accéder aux factures, j'utilise cette interface. Pour accéder aux produits, j'utilise cette interface.
plutôt product items. J'utilise cette interface. Alors maintenant, il me reste comment je peux accéder aux customers qui se trouvent dans un autre microservice. Et bien c'est là où je vais utiliser OpenFIN. Et pour utiliser OpenFIN, regardez ici, il suffit de créer une interface qui s'appelle Customer Service Client, dans laquelle on va utiliser la notation FIN Client avec name égale Customer Service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette interface, je peux créer des méthodes dont j'ai besoin. Par exemple, j'ai besoin d'une méthode Find Customer by ID. Bon, cette méthode-là, elle va me retourner un customer, ici. Qu'est-ce que je lui donne comme paramètre? Le ID du customer. Et sur cette méthode, je vais utiliser la notation getMapping. Alors, getMapping slash customer slash ID. Et bien sûr, le ID ici, c'est ce qu'on appelle un path variable. On va indiquer tout simplement que cet attribut-là ID, il faut l'envoyer dans le path ici. C'est ce qu'on appelle path variable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois, si j'appelle find customer by ID de cette interface, qu'est-ce qu'il fait OpenFIN? Il va envoyer une requête HTTP avec get vers le path slash customers slash ID que j'ai précisé dans la méthode. Vers quel service? Vers le service Customer Service. Donc automatiquement, il va envoyer une requête vers Discovery, Orica Discovery. Il connaît le nom, il va envoyer une requête vers Orica Discovery, il va récupérer l'adresse. Donc vous voyez, donc, je ne connais pas l'adresse où se trouve le microservice, j'ai besoin de connaître que le nom du microservice. Et donc grâce à Orica Discovery, il récupère l'adresse, il envoie la requête, il récupère les données de JSON ici. Et quand il récupère les données de JSON, il va les désérialiser sur un objet de type customer. C'est-à-dire les données de JSON que je récupère là, il va me les stocker dans un objet de type customer. Et du coup, donc, vous voyez ici, c'est une interface qui me permet d'accéder aux données des clients. Dans quel service? Dans Inventory, plutôt dans Billing Service. Alors dans Billing Service, je peux maintenant, à chaque fois que j'ai besoin d'avoir les informations sur le client, il suffit de faire appel à cette interface-là avec ces méthodes. Alors je fais la même chose ici. Inventory Service Client, il me permet d'accéder au service Inventory Service. Et je peux déclarer des méthodes comme Find Product by ID. Je donne le ID, je récupère le produit. Donc, quand j'appelle Find Product by ID, je lui donne l'ID, il va envoyer une requête vers Customer, plutôt vers Inventory Service. Il récupère le produit et il me donne le produit. Donc ça veut dire que maintenant, techniquement parlant, nous avons 4 interfaces. Nous avons pour accéder à Bill, aux factures dans la base de données, j'utilise Bill Repository. Pour accéder à Product Items, j'utilise Product Item Repository. Pour accéder aux clients, j'utilise Customer Service Client. Et pour accéder aux produits qui se trouvent dans une autre base de données distante, j'utilise Inventory Service Client. Alors, et du coup, donc, quasiment, j'ai réglé le problème en utilisant OpenFIN. Donc, je n'ai plus besoin de me soucier. Alors, comment je peux contacter un service pour lui demander de me donner des données? C'est très simple. Il suffit de créer des interfaces. Il suffit de savoir qu'est-ce que je veux. Et du coup, donc, je peux communiquer avec l'API RESTful du microservice. Du coup, donc, je vais avoir, supposons que je veux consulter une facture. Par exemple, dans Billing Service. Alors, pour consulter une facture, donc, je vais créer donc, un REST controller. Je vais créer une méthode getBill. Qu'est-ce que je vais lui donner? Quand j'envoie une requête avec /bills/full/id, par exemple, cette méthode-là, je lui envoie le ID de la facture et je veux qu'il me retourne une facture complète. Ça veut dire quoi une facture complète qui contient les informations sur le client, les informations sur les produits, etc. Alors pour récupérer cette facture-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ces 3 interfaces. Donc je vais utiliser d'abord Bill Repository Find by ID. Donc je donne le ID et je récupère la facture. Mais la facture que je récupère à partir de la base de données, qu'est-ce qu'il contient? Vous savez que dans cette base de données-là, la facture, il contient l'ID, il contient Billing Date, il contient Customer ID. Mais par contre, il ne va pas retrouver le détail du customer dans la table. Pourquoi? Parce qu'elle est transient. C'est-à-dire ici, cette variable va rester nulle.
Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter, on va remplir cette variable-là, customer, avec des données qu'on va récupérer à partir de customer service. Alors comment on va le faire? Eh bien, on va utiliser cette interface ici, customer service client, c'est-à-dire cette interface-là, OpenFine. Donc il suffit de faire l'injection des dépendances. Et du coup, donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai la facture, je vais la compléter avec bill set customer. Bah, à quoi est égal customer? C'est customer service client .find customer by ID. J'appelle cette méthode-là. Find customer by ID. Je vais lui donner le ID. Mais où est-ce que je vais trouver le ID du customer? C'est dans la facture. Ici, je vois bill.getCustomerID. Donc, vous voyez, donc, la facture que j'ai récupérée à partir d'une base de données contient déjà le ID du customer. Alors maintenant, je vais contacter une autre base de données distante via un microservice. Je vais lui envoyer une requête HTTP avec get. Je lui donne le ID et il me retourne le customer et j'ai le customer. Et je fais la même chose pour les produits. Vous voyez, donc pour chaque bill get product items for each, pour chaque product item de la facture, bah, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai le produit, mais par contre le product item que j'ai ici, il contient le ID, il contient product ID, il contient le prix, la quantité, il contient les informations sur la facture, mais par contre il ne contient pas les informations sur le produit. Alors maintenant il me faut chercher ces informations en faisant appel à notre microservice distant. Et pour le faire, on va utiliser ici product item.setProduct. SetProduct égale à quoi? Égale inventory service client. Vous voyez, c'est cette interface-là. Inventory service client, vous voyez, il me permet de communiquer avec le microservice inventory service. Et je lui demande tout simplement find customer by ID. Donc, je sais que product item contient product ID. Donc, product item, il contient product ID. Et j'envoie ce product ID vers le microservice inventory service. Il va me retourner produit et je le stocke ici. Et comme ça, je peux retourner ma facture. Et si je consulte la facture maintenant, ici, ben je vois bien l'ID de la facture, je vois la date de la facture, je vois product items. Et pour chaque product item, je vois le ID, je vois le produit. Et dans le produit, je vois le nom, le prix du produit. Mais regardez, ces informations sur le produit que j'ai ici, je les récupère à partir d'une autre base de données, c'est-à-dire de Inventory Service. Et je vois également la facture, il y a un customer. Et dans customer, je vois bien le nom, l'email du customer. Ben, où est-ce que je récupère ces données du customer? Ils me proviennent du microservice Customer Service. Ben, comme ça, donc, je contacte Billing Service, je lui dis je veux la facture, il me donne la facture. Mais les données que je vois ici dans JSON ne proviennent pas de la même base de données. Il y a des données qui proviennent de cette base de données. C'est la facture product item. Il y a des données qui proviennent de customer et des données qui proviennent de products. Ben, il dit que donc c'est comme ça qu'on peut régler les systèmes microservices basés sur une communication REST en utilisant OpenFine. Alors, après, on va voir, il existe encore d'autres modèles de communication, mais dans un premier temps, il va falloir d'abord maîtriser donc, ce modèle de communication a priori, qui est très pratiqué, très utilisé par les entreprises. Donc, il faut le maîtriser, c'est pas compliqué. Donc, c'est la raison pour laquelle donc, j'ai en fait ajouté une activité pratique dans laquelle on va essayer, donc vous allez essayer de redévelopper c'est-à-dire ce modèle-là, dans lequel vous créez Customer Service, vous créez Inventory Service, Billing Service, vous créez la Gateway, vous la configurez de manière statique, de manière dynamique, et après vous utilisez donc Eureka Discovery. Et à la fin, vous allez essayer de travailler à un client front-end. Vous savez très bien que si vous travaillez pour un projet, pour une entreprise, le front-end, ça fait partie de votre travail, de votre tâche en tant qu'informaticien.
Et du coup, donc, il est très important pour vous de maîtriser l'un des frameworks comme Angular ou bien React, ou bien les deux. Donc, c'est pour cela que dans cette activité pratique, donc, je vais vous demander de regarder en fait la démo vidéo et vous allez vous inspirer et vous allez commencer à travailler avec Angular Framework. Euh, on peut également utiliser React. Normalement, c'est pas le problème de React Angular. Si vous maîtrisez un, vous pouvez l'utiliser. Mais plutôt, moi, je préfère si vous travaillez déjà avec React, il vaudrait mieux apprendre aussi un autre framework comme Angular à travers ce cours. Donc, c'est ce qui est demandé dans l'activité pratique numéro. Alors, je vais la voir ici. Je sais pas, elle est là. Sur Classroom. C'est pas ici. Numéro 5. Numéro 5, voilà. Ok. Alors, c'est ici. Voilà. Alors, donc, vous voyez, donc, je suppose que vous avez déjà travaillé 1, 2, 3, 4. Alors là, on est sur l'activité numéro 5. Bon, vous voyez, donc ça, c'est la même présentation que je vous ai faite. Alors ici, donc, dans un premier temps, vous allez créer Customer Service, Inventory Service, Spring Cloud Gateway, Eureka Discovery. Donc, tout ça se trouve dans cette démonstration vidéo que vous voyez ici. Et après, la deuxième partie, vous allez créer Billing Service en utilisant OpenFine. Et il se trouve dans cette démonstration. Et la troisième partie, vous allez essayer de travailler un client Angular. Et pour cela, vous allez vous inspirer de cet exemple-là que j'ai ici. C'est pas le même exercice dans un autre exercice, mais le client Angular, c'est le même. Donc, vous allez vous inspirer de ça pour faire un client Angular. Et ça, c'est l'activité pratique sur laquelle vous allez travailler. Je pense que en termes de concept, maintenant, on peut s'arrêter à ce niveau-là. Maintenant, je pense on va prendre une pause. Et juste après la pause, vous allez commencer à démarrer vos machines, à travailler l'activité pratique numéro 5. Et c'est comme ça, s'il y a des questions, s'il y a des petits problèmes techniques, il faut profiter donc, pour voir, partager votre écran et comme ça, je peux voir un peu comment vous aider à faire ça. Et en même temps, essayez de bien maîtriser cette partie-là avant la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est en présentiel, donc on va essayer donc ça va être toute une synthèse de tout ça. Et en même temps, vous allez commencer à travailler sur ce projet-là. Donc, c'est un projet que vous allez trouver ici. Vous trouverez, bon, il n'y a rien. Il n'y a pas d'énoncé. Il n'y a rien. Non, non, كاين اللي لونسي عندنا مسيو. كاين هادشي اللي قلت بلاش Oui, فيريفي. كاين un Il y a- fichier. Ok. Ah, ça fait, Ah, d'accord, ça j'ai fait. compris. Donc, moi, je ne le vois pas, donc je ne sais pas pourquoi. هاك Euh, سي هذا الدرايف ماشي ديالنا ماشي ديالنا. ماشي كلاس روم هذا ديالنا bah, c'est pas le vôtre, d'accord. Ah, d'accord, oui, oui. Voilà, il y a un fichier ici, hein, voilà. مسيو دابا غادي نكومونسيو هاد البروجي اللي Alors, نكومونسيو d'abord, ce qu'on va faire, c'est que vous avez deux choses sur lesquelles on va. D'abord, il faut d'abord travailler l'activité pratique numéro 5. Ok? Donc, هذه هي l'objectif. Donc, terminer l'activité pratique numéro 5. Vraiment, le principe. Et vous allez directement vers le projet. Et vous allez commencer à travailler sur le projet d'ici la semaine prochaine. Je vais regarder un peu je vais en quelque sorte vous encadrer sur ce projet-là, voir un peu comment vous aider à avancer là-dessus. Alors d'ici la semaine prochaine, vous avez déjà fait les premières choses, vous allez faire une proposition et j'aurai l'occasion de vous parler de d'autres choses que vous connaissez pas. Et l'objectif, c'est que en fait, c'est que vous ayez déjà avancé sur ça. Je vais voir l'état d'avancement de chacun d'entre vous sur ce projet et on va se fixer une date pour remettre la version finale et qui sera donc l'évaluation finale, sachant que en fait dans l'évaluation finale il y aura les activités pratiques que vous faites, les 5 activités pratiques plus le projet. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur.
Oui. Oui, oui, c'est clair. Ben, c'est parfait. Vous avez bien mangé, vous avez شربتوا قهوة وأتاي واللوز مثلا احنا كنشربوا دابا Encore aussi. يلا بصحتكم. Alors donc moi aussi donc j'ai besoin d'aller prendre un petit café. Donc entre-temps vous avez donc pour vous donc vous avez le classroom. Vous commencez l'activité pratique numéro 5. Et donc pour ceux qui ils ont déjà travaillé, parce que je vous rappelle que j'ai déjà laissé un peu les vidéos dans la partie cours, vous pouvez passer directement au projet, travailler sur le projet. Mais si vous n'avez pas travaillé l'activité pratique numéro 5, donc travaillez là d'abord parce que ça c'est la priorité avant de passer au projet. D'accord, monsieur, merci. Ok. Voilà. Donc vous commencez à travailler. Donc et après donc si vous avez des questions, d'abord bon avant de vous laisser, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a des questions? Surtout après la pause, خليوك تشرب قهوة عاد نوجدوا الأسئلة. Voilà. Donc s'il n'y a pas de questions, vous prenez la pause. Alors après, donc l'enregistrement là, donc je vais le partager avec vous. Donc même si c'est la même chose qui est dans la vidéo, mais c'est toujours donc l'enregistrement de la séance. Donc je le partage sur Classroom, d'accord?